BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle? François Sorel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver, merci d'être là. Bonnes vacances aussi à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez peut-être tranquillement à la plage. Voilà, les pieds dans le sable, vous avez bien raison, profitez-en en tous les cas. De quoi je me mêle, c'est le dernier de la saison. Voilà, on voulait être encore avec vous en cette fin juillet pour bien faire un point sur toute l'actualité tech. Avec au sommaire pour ce De quoi je me mêle donc, avant de se retrouver fin août. Tout à l'heure, un invité exceptionnel, Stan Larocque sera avec nous. Stan Larocque, vous le savez, c'est un peu notre génie de la VR qui a créé il y a quelques années de ça la start-up Lynx. Eh bien, il a une annonce à nous faire. Il nous racontera tout dans la deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Et puis je vous rappelle aussi le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre, réagir à tout ce qu'on raconte. Encore une fois, merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et c'est parti. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. J'essaie de faire du teasing, Stan Larocque, révélation, etc., etc. Je ne vous en dirai pas plus, mais c'est du lourd et Stan viendra nous expliquer tout ça en deuxième partie. Mélinda Davansoulas est là. Salut Mélinda. Salut François. Mélinda n'est pas encore en vacances, mais ça se prépare. Oui, il y a encore un peu de temps. Il y a encore un peu de temps. Il y a un peu d'activité tech d'ici là. Et on peut le dire, il y a de grosses annonces Samsung qui vont pas tarder à arriver là. Samsung, Google aussi. Voilà, et Google aussi. Donc, voilà. La tech ne s'arrête jamais. La tech, elle a la bonne idée de faire des annonces importantes en plein milieu de l'été. Bah oui, c'est comme ça. Mélinda, qui, vous le savez, journaliste à la rédaction de BFM Tech. Et nous avons aussi Nicolas Lelouch. Salut Nicolas. Salut François, salut Mélinda. Quel plaisir de te voir Nicolas. Terminé De quoi je me mêle, la saison De quoi je me mêle avec toi, c'est top. Écoute, moi j'ai eu l'invitation, on m'a dit c'est la dernière, j'ai dit ok, j'arrête tout, je viens. Let's go. Et je suis là. Nicolas, que vous pouvez lire dans Numérama, voir aussi sur le site Numérama, et que vous allez pouvoir voir aussi tout au long de l'été dans Télématin, puisque tu vas faire la chronique tech dans Télématin. Pour les leftos, 7h20, 8h20, des horaires. Tu m'en veux pas, je te regarde en replay. Je sais très bien déjà, c'est très gentil, je te remercie. Allez, on va donc s'intéresser à toute l'actualité de cette semaine, et on va commencer par cette histoire abracadabrante entre deux géants de la tech qui se tire les cheveux, hein, on peut le dire, c'est incroyable. D'un côté OpenAI et de l'autre côté Apple. Apple qui attaque OpenAI. Peut-être Nicolas, tu commences et après Mélinda va compléter parce que je sais qu'elle a des choses à dire là-dessus. Oui, c'est le procès qu'on n'avait pas trop vu venir, en tout cas pas dans ce sens, parce que OpenAI, ils ont plein d'ennemis en ce moment. Ils ont eu des problèmes avec Elon Musk, qui a eu le fameux procès du siècle qui finalement n'a absolument rien donné, ce qui était assez prévisible finalement. Ils détestent Anthropic, ils se sont embrouillés avec Microsoft, ils s'entendent mal avec Google, ils s'entendent mal avec tout le monde OpenAI, mais Apple c'était plutôt un partenaire jusque-là. Il y avait eu l'accord il y a 2 ans pour intégrer ChatGPT à Siri. Oui, on se souvient. ChatGPT toujours un accord qui avait été fait un peu à la va-vite. On avait l'impression que voilà, dans Siri, on voulait un peu ajouter d'intelligence. On s'est dit vite, on va faire un petit accord avec ChatGPT. C'était le moment où Apple n'était pas encore prêt à admettre qu'il fallait tuer Siri et lancer un nouveau modèle. Du coup, ils avaient fait un petit deal en disant oui, ça va suffire, mais ça n'a pas suffi. Et au contraire, on entendait plutôt des rumeurs ces derniers mois comme quoi OpenAI envisageait de porter plainte contre Apple parce que l'accord pour créer Siri AI, l'accord avec Google pour entraîner ces modèles allait contre l'accord avec ChatGPT. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est Apple qui attaque OpenAI et quand on lit le procès, la demande qui a été déposée à la justice américaine, c'est juste hallucinant. On voit en fait que OpenAI aurait mis en place tout un système sophistiqué pour espionner industriellement Apple, pour lui voler ses secrets. Ils ont embauché plusieurs employés, des centaines d'employés d'Apple. 400 employés, c'est immense. Employés. Incroyable. Les entretiens d'embauche avec les employés Apple auraient plein de questions un peu confidentielles pour voir qui est prêt à donner des informations, y compris à la fin pour ne pas les embaucher, mais pour choper des informations. Wow. Et plus généralement, là où ça va loin, c'est qu'il y a cette histoire d'ordinateurs, plusieurs ordinateurs qui n'auraient pas été rendus à Apple, qui auraient encore accès au serveur Apple, qui révèle quand même de belles failles de sécurité chez une marque qui est habituée au secret, et surtout des employés OpenAI qui se vanteraient dans leurs conversations privées sur leurs ordinateurs Apple d'accéder aux documents Apple et de les partager à OpenAI. En fait, Apple suspecte à OpenAI d'avoir mis en place un système ultra sophistiqué qui consisterait à copier tous ses produits à venir pour l'IA. Donc on peut imaginer les fameuses lunettes, les fameux écouteurs avec des caméras dont on parle. On en parlera tout à l'heure, mais les fameux bras robotiques, etc. IA, en tout cas, OpenAI qui a quand même débauché plein d'employés, qui travaille avec Johnny Ive sur le design, qui semble vouloir lui aussi se lancer sur le hardware. Maintenant,
aurait voulu copier totalement Apple, quitte à l'espionner. Donc ça pourrait être un gros procès et provoquer quelques problèmes. C'est rarissime, Melinda, ce type d'histoire. Enfin, je veux dire, parce que c'est l'espionnage industriel. Incroyable. Pas de ce niveau-là, en fait. Mais avec des entreprises de cette importance-là. Parce que, alors Apple, c'est un vieux de la vieille maintenant, 50 ans. On se dit, bon, il est bien installé. On lui a connu plus des inimitiés, des petites rivalités, mais après, c'est comme dans n'importe quel domaine, ça fait un peu, ça fait les sujets, ça fait parler. Mais là, on est sur un truc d'une nouvelle génération, quoi. C'est vraiment espionnage nouvelle génération. C'est vrai que quand on lit le procès, le coup des ordinateurs, extraordinaire. Incroyable. Extraordinaire. Déjà, on se dit comment Apple, en effet, comme dit Nico, comment Apple, qui est si soucieux du moindre détail... Mais oui, bien sûr, qui fait la chasse, en fait, à toutes les fuites de produits, etc. etc. Non, mais bon, la chasse, ça marche pas très bien. Parce que... on se souvient du fameux employé... Souvenez-vous des histoires de l'employé qui avait fait venir sa fille, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est au moment du lancement de l'iPhone 10 ou 10S, qui avait fait venir sa fille au Café Mac, donc qui est le café des employés, et elle s'était filmée avec le prochain iPhone qui n'était pas encore annoncé pour faire une story, pour faire une vidéo YouTube. Ça avait fait des millions de vues. Elle avait leaké le produit, son père s'était fait lourder, évidemment. Je crois même que c'était après l'annonce. C'est-à-dire que non, elle l'a fait juste avant. C'est juste avant. On avait vu la vidéo avant, il me semble. Enfin, en tout cas, c'était autour de l'annonce. Donc évidemment, son père s'est fait virer, mais apparemment, il avait déjà prévu de partir. La vidéo qui coûte cher. C'est pas grave. Non, mais on a une adolescente comme ça, on la laisse pas faire. Quand même. L'employé qui se vantait d'avoir des centaines et des centaines, voire peut-être même un millier de contacts dans la presse à qui il fournissait des informations qu'ils ont poursuivies jusque dans les toilettes où il était en train d'effacer son téléphone avec tous les numéros des gens auxquels il envoyait des infos. Donc il y a beaucoup de leakers qui ont disparu depuis que ce monsieur s'est fait virer. Bien sûr, bien sûr. Enfin, ils étaient hyper au taquet sur plein de choses. On se souvient de Tim Cook qui faisait des mails pour dire aux employés maintenant vous arrêtez. Et là on apprend que donc quelqu'un qui s'est fait virer, aux États-Unis, si vous êtes viré le matin, l'après-midi, vous n'êtes plus là, vos cartons, votre bureau est dégagé. C'est quelqu'un qui s'est fait virer ou qui s'est fait embaucher par OpenAI? En fait, il est parti, mais il a réussi à garder l'ordinateur. Il a gardé le matériel et les accès au serveur. Il avait 2 ordinateurs, il n'en a rendu qu'un sur les 2. C'est extraordinaire. Ce qui est assez fou, surtout qu'a priori, ça ne serait pas un incident isolé. Moi, j'ai essayé de discuter avec des gens qui travaillent chez OpenAI aux États-Unis et ils me disent en fait qu'en interne, c'était une blague parce qu'il y avait cette rumeur comme quoi ils avaient accès aux serveurs d'Apple et ils sont vantés en interne en mode, de toute façon, nous, on a accès à tout ce que fait Apple, mais ils ne savaient pas si c'était par rapport au partenariat, par rapport à ça. Donc en fait, OpenAI a vraiment mis cette culture d'entreprise où ils assument le côté grand méchant qui a accès à tout et qui veut dominer le secteur tech. Donc c'est en train de se retourner contre eux. Mais il y a quand même un complexe. Il y a une forme de complexe, je pense, de Sam Altman et de la direction d'OpenAI vis-à-vis d'Apple. C'est-à-dire qu'ils se rêvent d'entreprises comme ça. Bien sûr. Ils ont quand même le fait de s'offrir Jonathan Ive, c'est déjà un signe. Il a racheté une start-up fondée, IO Products, qui est fondée par un ancien de l'équipe de design d'Apple, qu'ils ont racheté une fortune. Ils ont fait venir des responsables à foison. On disait 400 employés d'Apple sont partis chez OpenAI. C'est pour vous dire à quel point il est obsédé par ça. Mais oui. On ne parle pas juste du petit ingénieur. Qui était au Vision Pro. Il y a Evan Sankey qui avait remplacé Johnny Ive au design, qui a quitté finalement Apple après Johnny Ive pour rejoindre Johnny Ive chez OpenAI. Donc il y a quand même cette volonté surprenante. D'ailleurs, moi je ne comprends pas pourquoi OpenAI veut absolument faire du hardware. J'avoue que ça fait partie des choses qui me dépassent. Peut-être que dans quelques années, ça paraîtra évident pour tout le monde. Mais pour moi aujourd'hui, ils sont à la tête des modèles les plus utilisés au monde, ils ont un des services les plus puissants, ils pourraient finalement devenir un géant du logiciel, être absolument partout. Pourquoi vouloir absolument aller vite, lancer un téléphone, lancer des écouteurs? J'avoue, c'est un peu un mystère. C'est marrant, parce que moi ça me paraît hyper rationnel. Ah ouais? Mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand ton logiciel est partout, comme eux ils l'ont, c'est très bien, ça te permet de fidéliser une audience. Mais ça reste sur des produits tiers. Et quand tu as Apple qui risque de les couper, tu peux perdre l'accès aux appareils. Quand tu as habitué les gens à avoir ton service, et on voit aujourd'hui, même si Siri devient fort, les gens comme toi qui utilisent les modèles autres, tu vas pas avoir envie d'aller voir Siri. Donc si on te coupait Claude ou OpenAI sur ton appareil, et que le même service, tu peux l'avoir sur un appareil qui se veut équivalent, parce que c'est pour ça qu'ils copient Apple, et notamment aux États-Unis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas migrer en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ChatGPT sur d'autres appareils est une espèce de cheval de Troie qui fait que, quelque part, tu séduis les gens, tu les habitues à ton service, et à un moment, tu vas dire « Ouais, mais regardez, pourquoi est-ce que j'irais ?» C'est le même principe pour tout le monde. Pourquoi tu restes chez les autres? Fais ton propre hardware, et si tu fais du hardware qui marche en copiant les modèles d'Apple, finalement, tu as tout compris au truc. Et je pense que
antagonisme avec Apple. Avec Apple, c'est ça aussi. Il y a cette jalousie. On va en parler après parce que, évidemment, il y a des leaks concernant le futur produit d'OpenAI, justement, mais je pense que la stratégie d'OpenAI est simple, c'est d'incarner, en fait, ChatGPT. Et ça devient la marque une personne qui rentre dans ta vie, comme ça l'est déjà. Enfin, quand on utilise ChatGPT au quotidien, voilà, ça devient un vrai assistant. C'est vrai, tout à fait, et je pense qu'ils ne veulent pas forcément dépendre, comme le disait Mélinda, d'acteurs tiers. Et ils veulent maîtriser, si tu veux, un hardware qui leur permettra d'être les maîtres à bord. Parce que c'est vrai que si demain, ils se brouillent avec Apple ou avec Google et que demain, tu n'as plus accès à OpenAI sur tes téléphones, d'une manière ou d'une autre, on se souvient des pics, etc. Bien sûr. Mais là où j'ai des doutes, c'est sur leur capacité à imposer ce matériel. Ça, c'est vrai. Et c'est quand tu vois les tentatives Enfin, il y a globalement des duopoles dans la tech. Il y a eu Microsoft, Apple sur les ordinateurs, Android, iOS sur les téléphones. C'est très compliqué de casser ces écosystèmes-là. Et si finalement ils sortent un téléphone Android, ils sont dépendants de Google dans tous les cas. Et Google peut, dans tous les cas, accéder, couper, imposer Gemini sur ces appareils-là. Donc, c'est pour ça que moi, me paraît quand même un peu compliqué leur stratégie. C'est pour ça que moi, de toute la gamme de produits qui sont murmurés chez eux, je ne crois pas au smartphone exactement pour ce que tu dis, parce que ça les laisse sous dépendance. Oui, c'est clair. Faire leurs propres produits, haut-parleurs, n'importe, speaker, enfin, ce qu'ils veulent, il faut qu'ils soient maîtres de tout. Et regarde dans les gens qu'ils ont embauchés de chez Apple. Ils sont allés chercher. Ils n'ont pris aussi, ils n'ont pas pris n'importe qui, ils ont pris des têtes d'affiche que toi et moi on connaît, mais ils sont allés prendre surtout des gens qui sont aussi revanchards vis-à-vis d'Apple. Des gens qui étaient en seconde ligne, des gens comme Johnny Ive qui sont partis pas en bons termes. Donc, ils ont créé cette espèce d'émulation collective. Il faut qu'on aille les bouffer. Et on va aller les bouffer sur leur propre terrain. Et je pense que c'est pour ça. Et donc, les fuites et les recrutements vont dans ce sens-là. Il y a quelque chose. On va peut-être découvrir un jour que Sam Altman s'est fait recaler d'un entretien d'embauche chez Apple ou je ne sais quoi. Mais il a monté une armée de gens qui en veulent aussi à Apple. Non, c'est possible. Quand on va chercher le responsable du Vision Pro, quand on voit tout ce qui a été dit sur le Vision Pro, il n'a pas été extrêmement bien défendu non plus par Apple. On a quelqu'un qui a envie de prouver à Apple qu'il peut faire un produit pour les tuer, en fait. Ce qui est intéressant aussi, enfin, si on revient à cette histoire abracadabrante d'espionnage industriel entre Apple et OpenAI, c'est qu'il y a eu des quiproquos entre les avocats des parties. Je ne sais pas si vous avez suivi ce truc-là, mais en fait, il y a eu des mails qui ont été échangés entre les avocats d'Apple et d'OpenAI, et l'un des deux s'est trompé de destinataire, ce qui fait que enfin, il y a eu un quiproquo incroyable qui a ajouté en fait des silences dans toute cette pagaille, ce qui fait que Apple a monté d'un ton. Mais en fait, parce que OpenAI n'avait pas de retour finalement. Il y a une histoire de fou entre avocats qui se sont trompés de destinataire. C'est fou quand même. On peut se dire des boîtes qui valent quand même des milliards, qui doivent laisser des ardoises monstrueuses à des cabinets d'avocats. Qui se plantent comme ça pour des trucs aussi débiles, c'est fou. Est-ce que tu sais que parfois on s'aperçoit que ces trucs qui ont l'air d'être des erreurs de débutants sont dus au fait que les mecs utilisent l'IA mal. C'est ça. Donc ça se trouve, ils ont mal utilisé ChatGPT. S'ils passaient moins de temps à faire du hardware et plus de temps à améliorer les modèles, ils n'auraient peut-être pas de problème. Mais moi, j'attends de voir comment la plainte évolue parce qu'il y a des trucs hyper intéressants dans ce qu'ils ont dit. Par exemple, dans l'argumentaire d'OpenAI, ils disent « Ah non, mais on copie pas le HomePod, on n'a violé aucun brevet. » D'un autre côté, si tu as toutes les infos avant que les demandes de brevet soient déposées, c'est sûr que tu violes aucun brevet. Mais ça va être intéressant. Il y a un monde où ça va leur faire mal, surtout parce que pour le coup, le vol de secret industriel, s'il est avéré, c'est pas la même chose que Elon Musk qui considère qu'ils ont trahi leur mission originelle. C'est du concret. Apple, ils sont très puissants et ça va les déstabiliser. Et on voit bien d'ailleurs dans la réaction de Sam Altman, d'OpenAI, que là où jusqu'à maintenant ils ont toujours répondu par la provocation, limite par la moquerie envers tous ceux qui les attaquaient, particulièrement Elon Musk, avec qui ça se dispute assez violemment sur les réseaux. Sa réaction est de dire non, mais j'ai beaucoup de respect pour Apple, c'est une très grande entreprise, on va voir comment on va régler ça. Enfin, ils essayent vraiment de calmer le truc et tu sens que pour eux, c'est une très mauvaise nouvelle. Bon, alors, ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, c'est cette news suitée par Mark Gurman concernant le prochain produit OpenAI. C'est vrai qu'on en parle depuis un moment. On sait que Jonathan Ive est sur le coup et visiblement, Gurman a donc eu des infos en avant-première. Est-ce que ça va s'avérer être exact ? On ne sait pas. Mais en tous les cas, il y aurait une espèce d'enceinte
mais c'est une enceinte qui serait beaucoup plus que ça, qui serait motorisée et qui pourrait avoir même une espèce de pas de gestuelle, mais en tous les cas une vie finalement, et qui deviendrait un compagnon IA, un peu comme un camarade ou un secrétaire, un assistant qui serait à la maison. Alors on n'a pas de design, etc. Elle tournerait sur ChatGPT Live, qui, vous le savez, est un truc qu'on a déjà en fait. Quand vous avez ChatGPT, vous appuyez sur un petit bouton et là vous pouvez dialoguer avec ChatGPT comme vous le faites avec Siri, sauf que là c'est quand même d'un autre niveau. Et on aurait ça donc posé à la maison et avec qui on pourrait discuter et poser plein de questions sur plein de sujets. C'est selon moi un produit assez logique. Enfin, c'est plutôt vers ça qu'il faut se diriger plutôt que vers le smartphone en premier, où ça va être extrêmement casse-gueule et où ils vont se faire taper dessus par à peu près tout le monde. Maintenant, encore une fois, la question c'est à quel point ça peut s'imposer. On sait qu'il y a quand même de la réticence sur l'intelligence artificielle de plein de personnes, qu'OpenAI n'est pas forcément l'entreprise qui a pour l'instant la meilleure image en termes de confions-leur toute notre vie privée, toutes nos données. Le marché des enceintes domestiques, il existe depuis 2017 en France, 2015, 2016 aux États-Unis. Et on ne peut pas vraiment dire que c'est un succès. Ça l'est peut-être chez nous et chez les personnes qui nous écoutent, parce qu'on est plutôt fan de nouvelles technologies, qu'on a envie d'avoir de la domotique à la maison, tout ça, mais ça ne s'est pas imposé, ça n'a pas vraiment complètement changé les usages. Donc, jusqu'où ça peut aller ? À quel point ça sera mobile et à quel point ce côté robotique et gadget, je ne sais pas. C'est vrai que ce qui est évoqué, c'est le fait que si l'enceinte vous parle, elle va mimer des mouvements de visage en se déplaçant. Mais est-ce que ce n'est pas totalement gadget et inutile par rapport à ce qu'on pourrait attendre du service ? Et surtout, la concurrence n'a pas attendu, parce qu'Alexa Plus, ça commence à être testé en France, ça sera bientôt disponible en version grand public. Gemini pour Google Home, pareil. C'est très bien, ça a des défauts, mais ça a le mérite d'avoir vraiment amélioré c'est surtout un gap par rapport à la précédente version. C'est un vrai gap, et là où OpenAI va avoir le même problème qu'avec le smartphone selon moi, c'est qu'il va falloir des partenariats. Ce qui est intéressant, moi j'utilise Alexa ou Siri ou Google Assistant, enfin Gemini maintenant, pour contrôler toute ma maison connectée, pour mettre de la musique de temps en temps, et voilà. La musique, à la limite, c'est pas compliqué. Ils peuvent faire, ils ont déjà du Apple Music, du Spotify, mais est-ce qu'ils peuvent avoir tout l'écosystème d'accessoires d'un Google Home ou d'un Amazon Echo? J'en suis pas totalement sûr, en tout cas pas sur le court terme. Et puis ça va être forcément un outil de domotique, forcément. C'est-à-dire que tu vas pouvoir allumer ta lumière, etc. Forcément. Ouais. Et donc, il va falloir aussi faire tout le travail titanesque qu'a fait Alexa, Apple Home et Google Home, d'intégrer en fait toutes ces API. Ils en font un protocole partenaire. Voilà, tu te rends compte, c'est un boulot de dingue. Ils peuvent miser sur Matter, après, il y a le protocole Matter, oui, mais on est quand même... Il faut signer le partenariat avec Matter. Enfin, c'est pas... Étant donné que c'est un standard, ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas tous les produits qui sont sur Matter. Il y a pas tout, mais déjà, tu as ça, c'est déjà pas mal, si tu veux. C'est déjà pas mal. Tu t'enlèves une épine du pied, après, tu n'as pas tout. C'est déjà pas mal, mais il y a toujours cette limite de ne pas posséder l'écosystème global avec les smartphones, les ordinateurs, qui fait que ton système sera toujours un petit peu enclin sur lui-même, et c'est forcément un petit peu plus limite. C'est pas taillé pour la maison. Pour moi, c'est ça plus GPT Live, donc le fameux assistant vocal, il n'est pas non plus taillé pour la maison. À quel point ils vont l'entraîner pour la maison, pour l'adapter. Là où Alexa bosse quand même depuis plus de 10 ans dessus, Google aussi, tu y vas pas facilement. Honnêtement, moi, leurs produits là qu'ils annoncent, je comprends où ils veulent aller, je comprends pas à quoi ça sert. En effet, c'est plein de gadgets, de trucs complètement inutiles. Qu'est-ce que j'en ai à faire qui me regardent et qui me fassent des sourires, ou qui me fassent coucou du bras. Enfin, honnêtement, je pense qu'ils cherchent vraiment à extraire GPT sous n'importe quelle forme des autres. Dans un produit. Et donc, ils essayent de se donner une constance dans un produit. Après, quel est le produit ? Est-ce qu'ils doivent aller vers ce qu'on avait au début ? On avait murmuré un smartphone, puis on a murmuré un appareil qui sera porté type le AI Pin là, qu'on avait vu popper, qui a été un fiasco total. Mais on se dit avec ChatGPT, pourquoi pas ? Vous savez, c'est ce fameux espèce de avec le vidéoprojecteur sur la main. Le vidéoprojecteur, enfin, c'était d'une complexité d'utilisation, c'était absolument horrible et horriblement cher. Qui aurait pu le prédire ? Non. La première fois qu'on l'a vu, on s'est fait à quoi ça sert ? Je sais pas, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'attachant dans ce produit, parce qu'évidemment c'est débile et tu vas pas... Mais je trouve que le gars qui s'est dit, il est vraiment dans la science-fiction, quoi. Mais ouais. Et ça, tu peux le respecter quand même. Oui, parce qu'il s'est dit, sûr. je vais faire un truc qui va projeter des informations et avec ta main, tu vas pouvoir projeter le truc. Le mec, il a dépensé des dizaines de millions là-dedans, quoi. Tu vois mais ça... Et évidemment que c'est nul, ça marche pas. Mais
Ah ouais, quand même, respect, quoi. Le gars, il a fait un truc de dingue. Oui, non, mais en soi, pourquoi pas. Et peut-être que dans 10 ans, on se dira, waouh, il avait raison, peut-être qu'on aura un truc, tu vois, holographique, Alors, oui. je sais pas quoi, qui apparaîtra. Mais on se dit... Sa réflexion de base, elle était bonne. Faire quelque chose qui ne se serve plus du smartphone, qui soit déconnecté du smartphone et qui vive par lui-même, c'est pas bête. Et on vient de le dire, finalement... Je sais pas si c'est pas bête. Est-ce qu'on a vraiment envie de remplacer le smartphone ? Ah non, je dis pas qu'on a envie. Je dis que l'idée de se dire, j'ai un appareil qui fait autre chose de plus et je n'isole que ça, parce qu'aujourd'hui, oui, ton téléphone te sert presque moins à téléphoner qu'au reste. C'était pas déconnant à une époque où on n'arrête pas de nous expliquer que tout le monde essaye de faire sa détox du téléphone, des machins. Il y avait une réflexion. C'est juste la finition et l'ergonomie qui n'était pas bonne. Mais regarde, qu'est-ce qu'on raconte depuis quelques minutes de ce que veut faire ChatGPT, enfin de ce que veut faire OpenAI, se détacher du téléphone pour imposer son modèle. C'est sûr. Donc il y a quelque chose qui est commun. Je pense qu'ils partent un peu dans tous les sens. Personnellement, je pense que leur réflexion autour de quelque chose part dans tous les sens. Je pense que Mark Gurman, ayant eu toutes ses sources chez Apple, s'il y a vraiment 400 personnes qui sont parties chez OpenAI, c'est pas déconnant qu'il en ait. Donc c'est fiable. Moi, j'attends de voir parce qu'ils sont capables de se tuer tout seul OpenAI en voulant partir dans tous les sens. Ils ont annulé beaucoup de projets depuis la fin d'année et depuis leur petite crise interne sur les modèles. Ils s'éparpillent. Bon, il nous reste un petit quart d'heure. Comme c'est la dernière de la saison, on s'est dit forcément, Nico, Mélinda et moi-même aurions un petit coup de cœur, un petit truc à raconter avec un produit qui nous a tapé dans l'œil et qu'on aime bien. On est d'accord ? Ça vous va ? L'année est lourde. Il y a toujours des choses. Il y a toujours à raconter. Il y a toujours des trucs. Mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de produits, mais parfois on en reçoit et on en teste beaucoup. Et il y en a voilà, qui nous paraissent intéressants, mais qu'on oublie finalement. Et puis il y en a d'autres qui nous marquent. Dont on se dit waouh, il y a un vrai truc à raconter, il y a un vrai quelque chose. On va peut-être commencer par toi, Nico. Qu'est-ce qui t'a marqué ? De quoi tu voulais nous parler pour cette dernière de quoi je me mail ? C'est pas un produit, c'est une entreprise et ça va même prendre la forme d'un mea culpa parce que pour tout vous dire, il y a encore un an, je ne croyais pas du tout en Anthropic, dites-le comme vous voulez. Donc c'est le créateur de Claude qui a été fondé par des anciens d'OpenAI. On reste vraiment dans l'univers IA finalement. Et j'étais un peu convaincu que leur stratégie avec Claude Code qui séduisait uniquement les développeurs, le côté très élitiste où nous on fait mieux que les autres, on est plus éthique, ça allait juste être une start-up IA parmi tant d'autres et que toute cette hype était complètement surévaluée. La preuve, Anthropic, ça pesait rien à l'époque. Le Claude n'était pas du tout connu du grand public, ça avait un taux d'utilisation très très faible et j'avais du mal à croire qu'Anthropic allait réussir son coup. Et un an après, le mea culpa, c'est que je pense que Anthropic, c'est mon gros coup de cœur de l'année finalement, parce que tout ce qu'ils font est toujours intelligent. Déjà, ils ont pris le leadership sur les modèles. Ça fait plus de 6 mois maintenant que les meilleurs modèles du marché, c'est eux. On a beaucoup parlé de Mythos, mais bon, les dernières versions d'Opus, elles sont aussi tout à fait excellentes. Elles ont mis une claque à Gemini, une claque à GPT. Certes, alors OpenAI rattrape de temps en temps, notamment avec des modèles qui coûtent un peu moins cher, donc c'est difficile de dire qu'Anthropic les a complètement largués. Mais quand même, hein, ils leur ont fait beaucoup de mal. Dans l'utilisation aussi, il y a eu un moment où OpenAI a fait sans doute l'erreur de vouloir s'allier avec l'armée américaine et dans la foulée, les gens ont désinstallé ChatGPT massivement et Claude s'est retrouvé en tête des téléchargements à peu près partout. Au moment du Super Bowl, ils ont fait de super pubs, ils ont fait parler d'eux et encore aujourd'hui, Claude est devant ChatGPT dans les téléchargements sur l'App Store et le Play Store, donc il y a eu un vrai bond. Et tu le vois, moi autour de moi, il y a beaucoup plus de gens qui me parlent de Claude. Pour moi, là où c'est un coup de cœur, c'est pas forcément parce qu'ils sont les meilleurs, c'est parce qu'ils ont complètement réussi à inverser la tendance. Et aujourd'hui, ils sont passés d'un produit qui était très orienté développeur, Claude Code, à un produit très grand public, avec un modèle qui est très juste dans ses réponses, qui hallucine à mon goût beaucoup moins que les autres dans l'utilisation, et surtout sur ce qu'on appelle IA agentique, ils ont pris de l'avance. C'est un peu eux les premiers avec les fonctions cowork, avec les fonctions dispatch, qui ont permis en fait à l'IA de contrôler ton ordinateur quand tu n'es pas là, de faire des actions pour toi, d'automatiser des choses, d'utiliser ton téléphone pour parler à ton ordinateur à distance. Aujourd'hui, ça commence à devenir standard entre guillemets, même si le taux d'utilisation de ces fonctions-là est très bas par rapport à l'agent conversationnel de base, mais ça fonctionne et ils sont en train de petit à petit refaçonner le monde de l'IA. Et un autre truc que j'aime beaucoup chez eux, on le voit à l'écran actuellement, c'est leur style graphique, leur charte, leur design. Ils ont fait quelque chose de différent des autres. Ils n'ont pas une interface blanche épurée avec un texte en Helvetica. Ils ont une police qui est très identifiable, ils jouent sur des dégradés de couleurs, sur des trucs beaucoup plus naturels, beaucoup plus planètes.
Et c'est cool ce que fait Anthropic, c'est cool ce que fait Claude. Donc pour moi vraiment mon gros coup de cœur de l'année. On prédisait un peu en fin d'année dernière que on allait observer en 2026 un début de déclin pour ChatGPT parce qu'ils sont montés trop vite et qu'ils étaient en train de se faire attraper par Google notamment. Et finalement un an après, c'est pas Google qui est passé devant. Google a eu un moment de grâce, mais aujourd'hui c'est un peu ralenti. C'est Anthropic pour moi qui est mon gros coup de cœur de la saison. Très bien. J'ajoute juste quelque chose que avec Nico, on se connaît bien, on voyage très souvent ensemble, donc je le vois travailler. Je suis impressionnée. Ce n'est pas un agent d'Anthropic déguisé. Je peux vous le dire vraiment, je suis bluffée de tout ce qu'il en a fait et de la façon dont il a maîtrisé ça. Parce que mais non, mais je te l'ai déjà dit et je répète. Vraiment, j'ai vu moi la force d'Anthropic en voyant comment il s'en servait. Non, bien sûr. Et c'est vrai que ça a l'air hyper simple, mais je pense que c'est beaucoup de calibration et de configuration avant. Mais c'est assez dingue de voir en un an le progrès et surtout de le voir à travers ce que Nico fait de travail dessus, à quel point c'est en avance sur le reste. Et c'est là qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on dit l'IA va tuer le journalisme, va en fait bouleverser nos métiers. Mais en fait, il va rendre meilleurs ceux qui savent s'en servir et les rendre beaucoup plus productifs et augmenter finalement. Bien sûr, c'est clair. C'est ça. Et c'est ça qui est formidable. Donc, c'est le conseil qu'on peut vous donner à tous et dans tous les métiers. Hein. Alors, nous, on est journalistes, mais dans plein de métiers, l'IA vous permet d'être meilleur finalement. Parce que vous gardez toujours la main. C'est vous qui allez avoir le dernier mot. C'est vous qui allez vérifier ce que l'IA va vous donner. Et si vous avez... on va dire un certain niveau, une certaine qualité, vous allez exploser quoi finalement, vous allez être encore meilleur. Avant d'écouter le coup de cœur de Mélinda, moi j'aimerais bien vous parler d'une chose. Alors pour tous ceux qui nous suivent un peu, vous l'avez remarqué, en ce moment j'ai plusieurs lubies. J'ai les flippers, ça c'est clair, on en parle de temps en temps. Mais j'ai la chance de pouvoir me créer une espèce de cocon avec un vrai home cinéma. Et j'ai toujours été fan de ce truc-là. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais des laserdiscs. Alors, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais il y avait des gros lecteurs qui vous permettaient d'avoir des gros disques, qui permettaient d'avoir des super images et du super son, etc. Enfin, j'ai toujours été fan de ça. Et là, je voulais vous parler d'un produit qui est assez en rupture par rapport à ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que c'est un projecteur vidéo. Et aujourd'hui, les projecteurs vidéo, si vous voulez quelque chose qui dépote vraiment, ça coûte très très cher. Un projecteur vidéo, ça peut être 8 000, 10 000, 15 000 euros. Bon, bref, autant vous dire que c'est inaccessible. Et encore une fois, la technologie permet à des marques moins connues, et notamment une marque qui s'appelle Valérion, là, de sortir un produit qui est cher, hein, qui est en dessous de 4 000 euros, mais qui a une particularité, c'est qu'il est quasiment au niveau des grands JVC ou des grands Sony qui coûtent 2 à 3 fois plus cher. Alors, avec des bémols, c'est pas de la 4K vraiment. C'est-à-dire que on va avoir vous savez, un petit écran LCD qui va donc dans le laser va projeter l'image dedans, et avec un système de vibration très très pertinent et très malin, on va arriver à avoir de la définition 4K. Bon, ils le font tous, mais eux, ils le font particulièrement bien. Et ce qu'il y a d'amusant avec ce projecteur, c'est que il a été conçu sur Kickstarter en 2025. Et cette boîte Valérion a en fait parlé à tous les fans de tech en leur disant « Voilà, on a comme projet de faire un projecteur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait dedans ? Voilà, et on va essayer de le faire. Et vous allez mettre un peu d'argent. » En gros, ils ont récolté 11 millions de dollars en tout. Et tout le monde a dit, moi j'aimerais bien avoir le Dolby Atmos, le Dolby Vision. J'ai vu qu'il y avait des projecteurs IMAX. J'aimerais bien qu'on mette une puce IMAX dedans, tous les derniers HDR, etc. Une prise Ethernet, RJ45, parce que ça n'existait pas sur les Projos. Et en fait, ils ont fait un truc que tous les fans de home cinéma voulaient. Et ils ont réussi. Il a été présenté. Il a été présenté au CES en 2025. Il est sorti officiellement là il y a quelques mois de cela, et j'ai la chance de pouvoir le tester, et c'est un truc de dingue. On a une qualité d'image incroyable. Il a plein de petits raffinements technologiques. Vous savez que le problème des projecteurs, c'est que souvent quand ça projette et que vous regardez une image en noir, elle n'est pas tout à fait noire parce qu'il y a de la lumière derrière. Et eux, ils ont mis en place un système. C'est une espèce d'iris que tu peux fermer si tu veux, qui va faire moins rentrer de lumière dans le projecteur, et donc avoir moins cet effet de gris sur du noir. C'est quand même assez pertinent. Enfin, il y a plein de petits raffinements technologiques, et je voulais en parler parce que
aujourd'hui, on peut se faire, alors c'est beaucoup d'argent, tout ce que je vous dis, mais petit à petit, on se rend compte que le domaine de la projection est en train de devenir beaucoup plus accessible avec des produits, encore une fois, fabriqués en Chine, qui ont une vraie... une qualité supérieure à ce que tu avais avant sur le grand public. Abordable aujourd'hui. Alors, c'est abordable, c'est 4 000 euros, oui, mais c'est beaucoup d'argent. Mais tu te dis que pour 4 000 euros, tu vas casser ta tirelire, voilà, ça va durer un moment, les économies. Mais sûr. Tu vas te faire plaisir et tu auras un truc super. Franchement, voilà. Et vivement que je puisse vous inviter pour que vous regardiez mais avec plaisir. Un petit film. Avec plaisir. J'aime beaucoup tant que tu ne nous invites pas à la finale de la Coupe du Monde, toi, viens. Ne nous invite pas à ça. On viendra voir la petite. Et alors, dernier truc, toi qui aimes le jeu vidéo, il a une particularité, c'est qu'il a une latence d'affichage qui est très très basse et qui permet de jouer à des jeux vidéo. Même les plus exigeants en fait peuvent jouer sur ce type de projecteur. Je vais venir te l'emprunter, il n'y a pas de problème. Et ben voilà. Bon, on va tous aller tester des choses chez toi, François. Ouais, avec plaisir. Non mais franchement, ça vaut le coup. Mélinda. Gaming toujours. Évidemment, forcément. Je suis venue avec quelque chose qui est à peu près aussi grand que le vidéoprojecteur de François. Attention, accrochez-vous. Ceci est la MSI Clo 8X AI+. On dirait AI. C'est quand même fort de mettre des AI dans une console. Ah bah ouais, tu mets des AI partout. Si on peut pas en mettre partout, quand même. Vrai. Mais ça me fait penser à une Switch que tu aurais gonflée, tu sais. C'est ça. Mais c'est ça. C'est une Switch sous testostérone ou je ne sais quoi. Non, c'est une très très grosse console portable. Alors, vous savez qu'on en entend parler depuis le Steam Deck, vraiment depuis la Switch, qui a donné naissance à toute cette gamme de consoles que vous pouvez embarquer partout. C'est une version PC, c'est-à-dire dedans vous avez tous les boutiques PC, Steam, ROG, Epic Games, Microsoft Store pour les jeux PC. Tout ça, elle ne réinvente rien, elle est juste plus grosse, plus master que les autres. Et surtout, elle n'a pas la même puce. Souvent, c'est des puces AMD. Là, c'est une puce Intel. Et là où c'est intéressant, c'est pour ça que je vous la montre. Alors, écran 8 pouces, quand tous les autres sont en 7, ça explique aussi qu'elles sont un peu énormissimes, même dans mes mains. C'est le gros retour d'Intel sur ses puces portables. La première génération, dans une MSI, ça avait été un fiasco. Non, mais il faut dire les choses. Ils étaient visiblement, ils avaient mal travaillé ensemble. Tout ce qu'on nous promettait, c'était la console qui était censée révolutionner tout, mettre le Steam Deck au placard, les ROG Ally d'Asus, pareil, flop, mais alors vraiment intégral. Cette nouvelle version, qui est la 3e génération, la puce est enfin optimisée et elle met une claque à toutes les autres. Honnêtement, vous pouvez jouer. Déjà, la promesse première qui intéresse en général les gens qui jouent là-dessus, c'est l'autonomie. Quand on pouvait jouer 1 heure et on était, elle commençait à tirer la langue, c'était horrible. Là, on peut vraiment jouer. Moi, il y a des jeux, je suis presque arrivée en jeu à la recharger avant 10 heures, quoi. 10 heures, ah ouais. Presque. 10 heures d'autonomie sur ce truc-là. Alors attention, je ne joue pas à des cyberpunk, à des trucs comme ça. Là, vous baissez et vous pouvez, c'est toujours pareil, vous pouvez régler votre façon de jouer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est nettement plus endurante que la précédente parce que la puce. Le chipset graphique, c'est aussi de l'Intel ? Tout est Intel. Ah d'accord. Tout est Intel. C'est une console Intel, c'est la seule qui est sous Intel. C'est un partenariat qu'ils ont depuis le début. Pas d'écran OLED, mais honnêtement, suffisamment bien calibré et de qualité. Il y a le très bon LCD aujourd'hui. Aujourd'hui, honnêtement, le problème, c'est quand vous avez goûté à l'OLED. Oui, c'est dur. Mais notamment sur les contrastes et les noirs qui sont profonds. Mais honnêtement, les écrans, que ce soit la Xbox Ally, la ROG Ally, c'est à peu près les mêmes, celle-là, honnêtement, la qualité de la c'est lumineux l'écran. Moi, les Switch, je supporte plus. Mais les Switch, elles sont un problème à ce niveau-là, honnêtement. Non, celle-là, ça va. Mais la définition de l'écran, tu l'as ou pas ? C'est pas du 4K. On reste en 1080, mais honnêtement, ça fait largement le job. Vous êtes sur un écran 8 pouces, ça suffit amplement. 8 pouces, ça suffit amplement. Mais ce que je voulais vous dire, et c'est là où le IA est drôle, c'est ça. Justement, l'IA, ça a apporté pas du tout de fonction inutile. Ça optimise votre façon de jouer. Et vraiment, sur ce modèle-là portable, moi, c'est le premier modèle que je vois vraiment agréable à utiliser pour tous les jeux, pour l'autonomie. Ergonomiquement, c'est tout bête. Alors, on parlait hors antenne avec Nico du Steam Deck qui était très, très droit. Les premières consoles, c'était très, très droite. Ce petit bord biseauté, je vous jure, c'est la clé. Parce que dans la paume de votre main, c'est comme les manettes. Ceux qui jouent avec des manettes Xbox, par exemple, cette sensation de prise en main est nettement meilleure que la Joy-Con de la Switch ou tout ça. Exactement, que tous ceux qui l'ont pas. Moi, je trouve ça épais quand même. Ah non, mais elle est énormissime. Je t'avoue que... Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nico ? Je sais pas. Tout à l'heure, tu nous disais, je suis pas fan de ce type de produit. Non, je suis pas un grand fan parce que je trouve ça épais, gros, tout ça. Après, d'un autre côté, j'adore la Nintendo Switch. Elle a évidemment des défauts ergonomiques, mais
je suis aussi conscient de ses limites techniques. Donc il faut plus de puissance pour 50% pouvoir jouer de à puissance, faire plus de choses. Tu as 50% de puissance que sur les meilleurs qui étaient les Roguelike X. Ah oui, non, mais aujourd'hui, on est vraiment sur une bête de compète. Et avec l'IA qui est là pour upscaler l'image, upscaler tout gérer, c'est de l'IA intelligent. En revanche, en effet, si vous aimez l'écran OLED, il n'y a pas d'OLED. Ouais. Et puis... On peut la brancher sur la télé. Alors, ça, c'est génial, parce que c'est un mini-ordinateur, en fait. Un mini-ordinateur Windows. C'est un PC. Si tu veux jouer mieux sur ta télé, moi, c'est ce que j'ai fait. Tu la branches avec un câble HDMI et un raccord USB-C, parce que c'est quand même de l'USB-C. Ouais. Et tu joues sur ta télé. Et je connecte ma manette en Bluetooth et je peux jouer. Si vous voulez travailler, vous connectez une souris et un clavier en Bluetooth. Il n'y a pas de dock obligatoire. Tu branches non, pas du tout, tu branches direct. Ça, c'est bien. Je l'ai même branché sur un vidéoprojecteur. Tu pourras sur ton vidéoprojecteur. En revanche, ce qui fait que je ne peux pas la recommander, sauf à des profils très très particuliers, c'est le prix. Oula. On est à 1 600 €. 1 600 €. C'est énorme. Alors certes, beaucoup de stockage et tout, mais en fait, le problème de cet appareil, pourquoi je voulais vous en parler, c'est vraiment le symptôme de cette année. On a parlé de beaucoup de choses très positives cette année. L'explosion de la RAM. Le problème principal de la tech en 2026, déjà fin 2025, c'est l'explosion des prix. L'explosion de la RAM à cause de l'IA. Et ça va continuer. Et ça va pas aller en s'améliorant. L'explosion des prix des composants aussi, qui ont tous augmenté à cause de tout ce qui se passe dans le monde. À cause de ça, cette console qui est pour moi la meilleure du marché, on peut la recommander qu'à des gens qui vont cumuler un PC et une console de jeu à transporter. Ouais, combien ils sont? Pas beaucoup. Voilà. Mais ça sera le mot de la fin. Et vous savez, cette histoire d'explosion du prix de la RAM, on n'a pas fini d'en parler. Vous verrez qu'à la rentrée, toutes les annonces des produits tech, les smartphones, l'iPhone, les PC, etc., l'iPhone notamment, ça va faire mal au porte-monnaie. C'est clair. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mélinda Davançoulas de BFM Tech, Nicolas Lelouch, Numérama, et on te retrouve sur Télématin la semaine prochaine. On se retrouve dans quelques minutes, juste après Stan Larocque qui sera là pour le petit module bonus, et on parlera aussi de la déconfiture d'une marque de smartphone chinoise qui va disparaître. On vous en dit pas plus. Ce sera dans le module bonus exclusivement dédié donc à tous ceux qui nous écoutent en podcast. À tout de suite, c'est De quoi je me mêle. Un grand merci d'être là. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.